Mes chers amis, bonjour une fois de plus, tellement content de vous retrouver, c'est fantastique. Voilà, je sais pas comment commencer mes vidéos, c'est une catastrophe. Mais au moins, on est dans la joie, dans la bonne humeur, on est content de se retrouver, on est content de se retrouver ensemble pour discuter de tout un tas d'aspects de la société actuelle, d'essayer de comprendre le monde ensemble. Ça va être fantastique, vous allez voir. Vous êtes bien sur la bonne chaîne, mais bien sûr, vous l'attendez, vous le désirez, c'est le jingle. Mes chers amis, je voulais faire une petite vidéo sur la corruption des élites. Alors, c'est un sujet grave, mais on va essayer d'en parler avec le plus de légèreté possible et de manière entertaining, comme cette chaîne se veut une chaîne entertaining. Eh bien, d'abord, de commencer par un petit disclaimer, mais je ne sais même plus de parler français, c'est catastrophique. Si vous pensez que la gouvernance des élites actuelles en France ou dans le monde est la bonne, si vous pensez que nos élites, nous gouvernants, dirigent le pays avec rationalité, justice, équilibre et tempérance, alors cette vidéo n'est probablement pas la bonne pour vous. Voilà, je le dis tout de suite, vous allez sans doute vous sentir offensé pour notre cher président et pour ses ministres. Et ma foi, ça n'est pas politique. Je veux dire, je ne parle pas ici d'un point de vue strictement politicien, dans le sens où je n'ai rien de spécial à dire sur la politique, des choix, je dirais les choix, les orientations, on va dire, la sensibilité politique de nos gouvernants, mais bien sûr qui ils sont et comment et d'où ils viennent. Et c'est ça que j'aimerais parler, c'est ça ce dont j'aimerais parler dans cette vidéo sur la corruption des élites, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que ça signifie pour nos élites d'être corrompues et comment, à mon avis, ça revient à beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que la corruption ? La corruption, en général, on imagine le flic qui veut nous filer une amende, et puis on dit, bon allez, 50 balles de la main à la main, tu me files pas d'amende, il prend le billet, dit, allez, casse-toi, c'est bon pour cette fois. Voilà, ça c'est la représentation de la corruption qu'on a traditionnellement. Alors on peut imaginer aussi les costumes de François Fillon, on peut imaginer, si un homme politique se fait inviter sur un yacht, on va se dire, voilà, il est corrompu, c'est-à-dire que des puissances lui donnent des cadeaux, en échange d'un service, c'est-à-dire d'user de son pouvoir d'user de son pouvoir dans les intérêts de ces puissances. Je pense que la corruption, ça va plus loin que ça. Je pense qu'en fait, on a une définition, une idée de la corruption qui est beaucoup trop étriquée et qui ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe en profondeur dans la société française actuelle. Les élites, pour moi, sont corrompues de beaucoup plus loin que ça. Et comment ça se passe, comment se créent les élites françaises aujourd'hui ? Eh bien, elles se créent dans ce qu'on appelle les grandes écoles. Et avant ça, les grandes écoles, il y a les classes préparatoires. Et avant les classes préparatoires, il y a les lycées. Et déjà, on a un certain nombre d'inégalités. Alors j'ai lu il n'y a pas très longtemps un petit article sur LinkedIn qui expliquait que c'était très très mal, que effectivement les grandes écoles ne sont pas représentatives, qu'il n'y a que des hommes blancs, il n'y a pas assez de femmes, et il n'y a pas assez de personnes racisées, il n'y a pas assez, surtout aussi de fils d'ouvriers, et que c'était très très mal, qu'il fallait diversifier l'accès aux grandes écoles, etc. etc. Bien. Pour moi, le problème, c'est que dire ça, on dit ça, on n'a rien dit, en fait. Parce que pourquoi il y a toujours les mêmes dans les grandes écoles, en fait. Alors, on pourrait remonter et dire, finalement, déjà, le baccalauréat, il est donné. À partir du moment où le baccalauréat est donné selon des objectifs de réussite sur l'ensemble du territoire, c'est logique qu'on ait une école à deux vitesses. Donc il y aura une école pour les riches, en tout cas pour ceux qui connaissent le système, une école pour les autres. Et puis du coup, les classes préparatoires seront inégales, et puis du coup, les grandes écoles aussi seront représentatives de cette inégalité instaurée par une volonté de faire réussir tout le monde. Sauf qu'on fait réussir tout le monde, on fait réussir personne. Alors, moi je pense que déjà, je ne sais pas si vous connaissez donc le système des classes préparatoires. Déjà, c'est un système qui est vicié dans son essence. Les classes préparatoires, c'est un système qui fait que y a des lycées
il y a des classes prépa, donc, qui sont meilleures que d'autres. Comme elles sont meilleures, tout le monde veut y aller. Et comme tout le monde veut y aller, elles sélectionnent les meilleurs élèves. Donc, selon un cercle vicieux qui se répète, qui fait qui entérine en fait leur domination, leur domination intellectuelle dans la compétition pour l'accès aux grandes écoles. Donc ces classes prépa qui ont des meilleurs résultats au concours des grandes écoles, qui envoient plus d'élèves, eh bien voilà, elles attirent les meilleurs élèves. Elles peuvent ainsi sélectionner les meilleurs et poursuivre perpétuer leur domination. Et le pire, c'est que ça, c'est reconnu. Je veux dire, il n'y a même pas de secret là-dessus. Tout le monde le sait très bien, que c'est comme ça que ça marche, et tout le monde essaie en tout cas ceux qui veulent réussir, on va dire, essayent d'agir en conséquence pour se faire admettre dans les meilleures prépas. Le problème, c'est que vous vous rendez bien compte que si le but c'est de faire des concours aux grandes écoles et que les meilleurs de ces concours gagnent, c'est profondément injuste et complètement même antinomique de faire une espèce de préqualification sur dossier du travail, selon le travail qu'on a fait dans les classes première et terminale, pour ensuite ce qui déjà modifie considérablement les chances d'intégrer une grande école, puisque selon que vous soyez à H4 à Paris ou à Amiens, et vous n'aurez pas les mêmes chances d'intégrer les écoles polytechniques, Normal Sup, l'ENA, etc., Sciences Po, etc. Donc là déjà, il y a un énorme problème, c'est que la manière dont est fait le système implique que en fait, les concours ne jouent plus vraiment leur rôle. C'est-à-dire qu'il y a déjà un concours avant le concours, vous voyez, où finalement, ceux qui sont prêts, ceux qui ont été préparés dans les bons lycées, ils ont déjà beaucoup plus de chances. Ceux qui ont été préparés dans les moins bons lycées, ils ont beaucoup moins de chances. Donc, évidemment, ce genre de système, il favorise qui ? Il favorise ceux qui connaissent. Déjà, alors vous allez me dire, oui, il favorise les bons. Alors oui, il favorise un peu les bons, mais il favorise surtout ceux qui connaissent le système de l'intérieur. Donc les enfants de profs. En général, c'est les enfants de profs. En prépa, alors... ça dépend des filières, mais il y a des filières de prépa qui sont trustées par les enfants de profs. Il n'y a que des enfants de profs. C'est hallucinant d'ailleurs. C'est que des enfants de profs. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui connaissent le système de l'intérieur et qui peuvent orienter leurs enfants vers les bonnes filières, les bonnes classes, prendre allemand LV2 plutôt qu'espagnol parce que tu vas aller dans des classes plus fortes, etc., etc. Pas aller en ES, aller en S. Moi, je crois que ça n'existe plus, ça d'ailleurs. Moi, j'ai fait mes classes il y a 10 ans, donc ça ne doit plus exister. Mais bon, voilà. Donc on arrive déjà à un système profondément vicié. Alors, à cela s'ajoute le fait que, globalement, les règles d'accès aux grandes écoles, donc à l'élite, elles sont connues. Enfin, je dirais, elles sont connues et donc elles sont hackables. On peut hacker le système. Pourquoi ? Parce que le système, on le connaît. Plus le système, on le connaît, plus les familles savent comment ça marche et plus elles peuvent hacker le système, plus elles peuvent comprendre de quelle manière il faut se comporter pour arriver à obtenir des passes droits en fait. Est-ce que vous commencez à comprendre de quoi on parle ? Passe droit, hacker le système, c'est ça la corruption. C'est déjà une forme de corruption en fait, quand on y réfléchit bien. Il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de grands intérêts industriels, mais déjà à un niveau, à un certain niveau, on peut déjà parler, selon moi, de corruption. On est dans un système qui est corrompu, dans un système où il peut y avoir des passe-droits et qui ne repose pas sur l'universel et le bien commun, mais bien sur la perpétuation d'une même classe au pouvoir, dans les milieux du pouvoir. Donc ça, voilà, ça pose un énorme problème. Donc à partir du moment où vous avez ça, on peut dire, pour moi, que l'élite, dans la manière même dont elle est fabriquée, est corrompue. Ce qu'il faudrait faire, et alors là, je vois venir, c'est-à-dire que on pourra me dire, bon voilà, les classes prépa, c'est pas très intéressant, voilà, ça regarde une poignée de personnes, une poignée d'individus. Moi, je pense que non. C'est hyper important, en fait. La manière dont on fabrique... Excusez-moi. La manière dont on fabrique les élites, ça va déterminer qui va obtenir... Non seulement qui va obtenir les positions de pouvoir, mais ça détermine aussi dans quel état d'esprit ils vont y accéder. Et ça aussi, c'est hyper important. Combien d'élèves de prépa se disent « je suis l'élite de la nation, je sers la nation ». Vous voyez ce que je veux dire ? Macron, si vous aimez Macron, sautez ce passage. Mais Emmanuel Macron, il a fait la même prépa que moi. Il a fait la même classe. On a le même parcours. Après, moi, j'ai branché, puis je suis parti à l'étranger, etc. Mais je veux dire, au départ, moi, j'ai fait la même classe que Macron.
Donc c'est ça, c'est ça qui est... Macron, c'est vraiment la quintessence d'un système qui valorise le conformisme et la connaissance intime des rouages du système pour pouvoir s'en sortir. Et non pas l'excellence, et non pas je dirais le savoir, le savoir-faire. Non, 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 c'est connaître les règles du jeu. Et pour moi, LREM, c'est la quintessence de ça, quoi. C'est la quintessence de cette classe sociale presque, une classe sociale dans la classe sociale, qui s'est approprié les relais du pouvoir, parce que juste le système est hackable. Le système, on peut comment dire, le subvertir, quoi. On peut le retourner. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça ? Il faudrait il faudrait faire en sorte que le système ne soit plus hackable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faudrait... Alors déjà, le fait que les meilleurs profs soient dans les meilleures classes prépa, de manière générale, le fait que les meilleurs profs soient dans les meilleurs lycées, c'est un truc auquel il faudrait mettre fin assez vite. Je veux dire, quand on y réfléchit 2 secondes, les profs, pour être affectés, ils sont affectés en fonction de leur classement à l'agrég. Donc c'est-à-dire qu'ils passent l'agrégation, de ce que je comprends, hein. Vous me dites moi dans les commentaires si je me trompe complètement, mais de ce que j'avais compris, ils sont affectés selon leur classement à l'agrég. Donc le premier de l'agrég, il peut dire ouais, moi j'ai envie d'aller dans tel lycée, moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Et du coup, ça fait que nécessairement, statistiquement, bien sûr, il y a des profs qui ont envie d'aller en Auvergne, mais globalement, les profs, ils ont envie d'aller dans les meilleurs lycées, là où il y a les meilleurs élèves, pour avoir les meilleures conditions de travail. Le problème, c'est que vous imaginez faire ça à l'armée ? Vous imaginez l'armée, on dit aux meilleurs généraux, aux meilleurs soldats, ouais, mais moi, alors j'ai envie d'être affecté plutôt pas en Afghanistan, parce que c'est trop, non, ça me convient pas. Par contre, le Tibet, la caserne du Tibet, voilà, ça c'est sympa, ça c'est bien. Non, tu sers la nation, tu vas là où la nation française a besoin de toi. Donc si en tant que prof, là où la nation française a besoin de toi, c'est en Auvergne, tu vas en Auvergne. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, il y a une espèce de mentalité, il faut absolument que les profs soient, je dirais, entre guillemets, mis au pas, c'est-à-dire utilisés comme l'arme qu'ils sont, l'arme de savoir, là où on a besoin d'eux. Donc, mettre fin à la prégnance de ces lycées d'élite, soi-disant, qui sont en fait que la répétition de... Enfin, vous voyez ce que j'ai dit avant, la répétition des classes sociales, de la reproduction sociale, des lieux de reproduction sociale. Faire en sorte que les profs soient étalés sur le territoire selon une règle totalement aléatoire. Et puis quand on recrute pour les prépas, on recrute au hasard. Il n'y a aucune raison, et c'est pareil pour les élèves. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. À mon époque, pour rentrer en prépa, on faisait une liste de vœux. Et puis après, on était sélectionné sur dossier. Et puis après, forcément, les écoles qui te veulent, enfin les lycées qui te veulent, t'es accepté, et puis ils te classent. Et puis toi, pareil, tu classes les écoles, et après ils font un match, et puis après, voilà, on te dit, voilà, vous avez eu telle école. Mais le problème, c'est que c'est déjà, comme j'ai dit, une préqualification. Alors ça devrait pas être une préqualification. Tu passes un concours d'élite, un concours pour rentrer dans l'élite, t'as pas à être favorisé parce que tu as eu des meilleurs résultats en première terminale. Le problème, c'est que on a l'impression que ça invoque une espèce de liberté des lycées à prendre les élèves qu'ils veulent, à recruter selon les critères qu'ils veulent et tout. Mais ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être au hasard, en fait. On devrait envoyer les élèves au hasard sur le territoire. On devrait vraiment les dispatcher sur le territoire. Et puis faire en sorte que du coup, il n'y ait aucun passe-droit. Tu peux pas être dans une classe de fort. Tu seras dans la classe des gens, une classe de niveau moyen. Voilà. Et du coup, tu vas étudier et tu vas cravacher comme tout le monde et puis tu vas t'en sortir peut-être. Ou pas. Et donc après, les grandes écoles elles-mêmes, je dirais la règle du jeu des concours, elle est connue de tous. Ça se prépare. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas du tout être comme ça. Il faut renouveler les modalités d'accession aux grandes écoles pour que les élèves ne puissent pas tricher, justement. Ils puissent pas se dire ah ouais non mais mon père a fait Polytechnique, je sais comment ça se travaille, je sais comment on travaille le concours. Non, il faudrait pas que ça soit comme ça. Ça va forcément être un peu comme ça, mais de plus possible, il faut renouveler les épreuves et le style même de recrutement pour qu'on ne puisse pas prévoir et pour que du coup ça rebatte les cartes à chaque fois et que ça oblige les élèves qui rentrent en prépa à se dire ok, je ne sais rien de ce qui va se passer, je suis nu comme un verre, j'y vais, je fonce et que le meilleur gagne. C'est ça normalement qui devrait se passer.
J'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet d'ailleurs, et je trouve ça assez rigolo. Enfin, j'ai deux anecdotes. La première anecdote, c'est que quand j'ai passé Ulm, ils avaient déjà changé les épreuves, notamment pour les mathématiques. Ulm, donc l'école normale supérieure, ils avaient déjà changé les épreuves, notamment de mathématiques. C'est-à-dire qu'ils avaient, je crois, 1 ou 2 ans avant que je passe, ils avaient eu pour habitude de mettre des épreuves de maths de porc. Des épreuves de maths quasi impossibles à faire à notre niveau. Ce qui s'est passé 1 ou 2 ans avant que j'arrive, c'est qu'ils ont dit, on va mettre des épreuves accessibles. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des épreuves accessibles? Au lieu que la courbe elle fasse un pic à 5 de moyenne et puis qu'après elle descende lentement vers les 20, vers les 16 plutôt, ou je sais pas quoi, bah du coup vous allez avoir une belle gaussienne centrée sur 10. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est quoi le problème dans ces cas-là? C'est que c'est beaucoup plus dur de voir les meilleurs. Pour que les meilleurs puissent surnager, il faut que l'épreuve elle soit dure. Si vous mettez une épreuve moyenne, bah, nécessairement il va y avoir je sais pas, 20-30% de la population statistiquement qui va la réussir l'épreuve. Et du coup, les meilleurs, vous les repérez comment? Vous pouvez pas. Donc en fait, en voulant mettre des épreuves plus faciles, parce que j'imagine que les élèves allaient du gueuler, ça va m'amener à ma seconde anecdote, bah en fait, ils ont totalement pourri le principe même du concours, qui est de recruter les meilleurs. Ma deuxième anecdote, elle va peut-être vous parler ou pas, mais c'est quand j'étais en école, alors c'est un peu différent, mais c'est pour vous montrer l'état d'esprit des élèves qui rentrent dans ces écoles-là. Je suis rentré dans une école de maths, venant d'une filière littéraire. Et donc dans cette école de maths, qu'on ne nommera pas, mais qu'on devinera ce que c'est, et on devinera ce que c'est si on est un peu informé, mais dans cette école de maths, ce qui se passe, c'est qu'on a en principe un petit peu de... Alors, en fait, donc du coup, ils recrutent des élèves de filière littéraire et des élèves de filière mathématiques. Ok, de filière scientifique. Les élèves de filière littéraire, ils sont mis à part pendant 6 mois pour rattraper une partie du programme de maths. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment, alors je crois que c'était après le rattrapage, peut-être avant, mais je crois que c'était après le rattrapage, où en fait, on a eu une épreuve de maths, tous ensemble, je crois. Ouais, tous ensemble, littéraires et scientifiques confondus, on a une épreuve de maths, un examen. Et dans cette épreuve de maths, bah, on nous a dit, voilà, alors il est question d'un énoncé mathématique, et on nous dit, voilà, donc ceci est un groupe. Un groupe. Donc un groupe, c'est pour ceux qui ne sont pas mathématiciens qui me regardent, un groupe, c'est un concept mathématique assez basique que je pourrais expliquer dans une autre vidéo. En gros, c'est un espace avec certaines propriétés, je crois, d'addition. C'est-à-dire qu'il y a un élément neutre, genre par exemple le 0, et puis il y a... Ou le 1 d'ailleurs, je ne sais même plus. Voilà. Bon, en gros, c'est très basique, hein, il faudra que je revoie la définition. Et puis du coup, on peut additionner les éléments qui sont dedans, et voilà. Et en fait, c'est une généralisation de l'espace des nombres. C'est un peu une généralisation. Sauf que la notion de groupe, on ne l'avait pas abordée pendant le rattrapage. Alors comment moi j'ai réagi à ça? Je vous jure que c'est vrai, je ne dis pas ça pour me vanter du tout. Mais comment moi j'ai réagi? J'ai fait l'examen, je ne savais pas ce qu'était un groupe. Je ne savais pas ce qu'était un groupe. Donc voilà, on ne nous l'avait pas appris et je ne savais pas. Mais... j'avais suffisamment de culture mathématique pour savoir déjà que ça existait, pour savoir en gros ce que c'était, et puis surtout pour savoir que c'était un truc ultra basique. Donc j'ai fait l'épreuve, j'ai dû la rater, ou je sais plus si je l'ai raté, si j'ai reçu, vraiment je me souviens plus. Mais bon, je suis sorti de là en me disant, bon bah, je savais pas que c'était un groupe, bah, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, ma foi, c'est comme ça, j'aurais dû le savoir, quoi, parce que je sais que c'est basique, je sais que c'est un truc basique et j'aurais dû le savoir. La manière dont les autres élèves ont réagi, c'est très intéressant, c'est très révélateur. Ils ont été voir la direction et ont dit, bah écoutez, la notion de groupe, on l'a pas vue au rattrapage. Ah bah mais du coup, c'est dégueulasse. On est défavorisés, on est désavantagés. Donc du coup, tous les élèves de filière littéraire ont eu, je sais pas, 2 points en plus, automatiquement. Alors qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle une classe de personnes qui s'attend à ce qu'on les prépare à 100%, à ce qui va leur arriver. À ce qu'on leur mette la béquille, on leur donne la béquille, on leur met la nourriture dans la bouche. Et pour comme ça, ils ont rien à faire. En fait, ils n'ont pas d'initiative à prendre. Ils n'ont pas à se demander, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut pas savoir. Tu vois, ils n'ont pas à faire leur recherche personnelle, mais ils reçoivent comme des réceptacles passifs du savoir. Et moi, mon attitude par rapport à ça, mais encore une fois, je vous dis, moi, je suis pas un génie, tu vois. Je suis arrivé, je savais pas ce que c'était qu'un groupe, tu vois, mais je savais que c'était important, je savais qu'il fallait le savoir.
Mais vraiment, mon réflexe, c'est de me dire, bon, bah, tant pis, quoi, je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est ma faute. Voilà, sans aller plus loin que ça, quoi. Et j'ai été vachement surpris de me dire, ah ouais, mais il y a des gens, en fait, ils ont aucune initiative, ils ont je dirais, aucun investissement personnel dans leurs études, ils sont là pour faire ce qu'on leur demande, rien de plus, et si on les a pas préparés à l'épreuve, ils vont aller râler. Voilà. Et ça, c'est l'état d'esprit des prépas. Parce que les gens qu'on en parle, ils n'étaient pas en prépa, ils étaient à l'école, mais bon, c'est des gens qui ont tous fait prépa. C'est ça l'état d'esprit des prépas aujourd'hui. Vous commencez à comprendre le problème que quand vous fabriquez vos élites et que vous les formez à ce genre d'attitude, comment vous croyez qu'ils vont se comporter quand ils seront au pouvoir après ? Ah bah non, c'est pas ma faute, il y a le Covid. Ah bah non, c'est pas ma faute, il y a la crise. Ah bah non, c'est pas ma faute. Attendez, mais moi on m'a pas préparé à ça. C'est ça qui va se passer derrière. On forme des irresponsables. Je pense que c'est pas exagéré de le dire. Et je dis ça, je pointe personne du doigt. Je veux dire, les gens dont je parle en l'occurrence, c'est des gens très sympathiques, très gentils, tu vois, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Mais je veux dire, c'est révélateur d'une ambiance, c'est révélateur d'une atmosphère au sein de la fabrique des élites, de conformisme total et d'incapacité à prendre ses responsabilités. Et comment vous croyez derrière que les dites élites, dont Macron, qui je répète a fait la même classe prépa que moi, et le même genre d'école, comment vous voulez qu'après ils prennent ses responsabilités en tant que président ? C'est pas possible. Et donc c'est pour ça que si on pourrait se dire voilà, tout ça c'est des anecdotes, c'est pas très très important. Si, moi je pense que c'est hyper important, ça définit vraiment l'attitude quoi de ces gens. Et est-ce qu'ils font leurs études dans un but d'investissement personnel pour apprendre des choses, pour être meilleur, pour être même limite de meilleurs êtres humains, sachant, connaissant, avec un savoir-faire, ou est-ce qu'ils font le truc parce qu'on leur a dit de le faire, parce que bon bah voilà, il faut valider les putains de partiels et que derrière ils auront un job à 40 000 balles, ou je sais pas quoi. C'est ça le problème. Et c'est ça que j'appelle la corruption des élites. C'est ça pour moi la vraie corruption des élites. C'est une putain de corruption intellectuelle. Et ça, pour ça, la solution, il faut les recruter totalement différemment. Il faut faire en sorte que les élites, elles puissent pas se dire « Ah, mais c'est pas ma faute, on m'a pas appris ou on m'a mal appris. » Non, il faut que les élites, elles se disent « Je me suis fait détruire et c'est bien. » Il faut que les élites, elles ressortent de leur classe prépa, de leur truc, en étant traumatisées. Et ils sont traumatisés, d'une certaine manière. On est un peu traumatisés quand on sort de prépa. Mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. On ne devrait pas traumatiser comme ça. Et je vais un peu plus développer comment je pense qu'il faudrait que les prépas et les concours soient organisés. Moi, je pense que les prépas et les concours, déjà, il faudrait supprimer les filières. Déjà, première chose, il faudrait supprimer les filières. Si tu es capable d'être bon en maths, si tu es capable d'être très très bon en maths, t'as aucune raison de ne pas être très très bon en philo. Si t'es très très bon en philo, t'as aucune raison de ne pas être très très bon en histoire, etc., etc., etc. Les filières n'ont aucun intérêt, en fait. Quand on fabrique des élites, moi je dis quand on fabrique des élites, on veut l'élite, on veut les plus intelligents, on veut le top de la crème, des gens les plus cultivés, les plus intelligents, avec les plus de pénétration, on veut les gens qui vont être les futurs dirigeants du pays. Donc il faut supprimer toutes ces histoires de filières. Littéraire, scientifique, en plus ça c'est divers, PCSI, MPSI, éco-gestion, économie, n'importe quoi. Non, une filière avec des épreuves presque imprévisibles. Épreuve de philo, épreuve de maths, épreuve d'histoire, épreuve de physique quantique. Et puis après on s'amuse, tu vois. Cuisine, épreuve de cuisine en mode Top Chef. Tu vois, on les met plomberie. Pourquoi pas plomberie, pourquoi pas agriculture, tu vois, avec des épreuves comme ça où personne peut être préparé à ça, personne peut savoir tout faire de tout ça, mais justement c'est le but, c'est qu'on veut que les gens les plus brillants ils surnagent de ça, dans des épreuves qui sont impossibles, et que pour y arriver il suffit pas de se conformer, pour y arriver il faut vraiment think outside of the box, il faut penser vraiment totalement différemment, et être innovant et être malin, tu vois, aussi. C'est ça aujourd'hui les classes prépa, ça favorise pas à mon sens les gens malins, les gens qui cherchent des trucs, qui cherchent à faire un pas de côté pour voir les choses un peu différemment, qui cherchent à comprendre le monde. Non, ça favorise pas ça. Il y a des gens en prépa, y compris les prépas littéraires, et je vous mens pas, qui font l'essentiel de leur prépa littéraire sans ouvrir un livre, parce qu'on leur mâche tout. On leur mâche tout, et que dans les dissertations qu'on leur demande de faire derrière, je dirais, on leur demande une espèce de restitution de savoir, mais pas d'une manière profonde, si je puis dire. Enfin, on leur demande simplement
Je dirais pas de cracher le cours parce que c'est un petit peu plus que ça, mais c'est quasiment ça. C'est pas possible de faire ça. Donc il faudrait vraiment une espèce d'épreuve, enfin tu vois, de classe prépa, mais genre en mode tout terrain, imprévisible, qui se renouvelle évidemment tous les 2, 3, 4 ans, pour pas qu'on puisse s'y préparer à l'avance et se dire ah oui, je vois très bien le genre d'épreuve. Non, non, tu vois pas le genre d'épreuve. Rien ne peut te préparer à ça. C'est commando, tu vois. Et là, on verra surnager les bons. Et du coup, là, je vous parie que si on fait ça, si on arrête les précales en prépa, si on arrête le fait qu'il y ait des prépas meilleurs que d'autres, si on arrête le fait qu'il y ait plusieurs filières qui aient chacune leur méthode d'approcher les problèmes, je vous jure qu'on aura beaucoup, beaucoup plus d'enfants d'ouvriers, beaucoup plus de racisés, beaucoup plus de femmes dans toutes les grandes écoles. Je vous garantis. Et encore une fois, c'est fondamental. C'est la fabrique des élites, c'est ce qui fait que c'est les décideurs de demain, quoi. Et les décideurs de demain, aujourd'hui, c'est des putains de conformistes. C'est affligeant, quoi. C'est vraiment affligeant à quel point, moi je vois, je veux dire, qu'on soit d'accord avec leur politique, c'est un débat. Qu'on soit d'accord avec ce qu'ils font, qu'on soit d'accord avec ce qu'ils font pas. Mais il y a un truc pour moi sur lequel il n'y a vraiment aucun débat, c'est le conformisme de nos élites. C'est juste insupportable de voir à quel point, pour faire partie de l'élite, il faut surtout pas bouger un poil. Il faut surtout pas lâcher un pet de travers. Il faut se conformer parfaitement aux attentes à chaque étape du cursus honorum des élites françaises. Et ça, c'est un énorme problème. Et c'est encore une fois, pour moi, ça, c'est de la corruption. C'est-à-dire que quand tu places ton intégration sociale plus haut que le désir de vérité, quand tu places ton intégration dans les groupes d'élite plus haut que le bien commun, ça veut dire que tu mets un esprit tribal, tu fais passer un esprit tribal devant l'esprit universel qui doit être celui des élites françaises. C'est quand même la France, on parle quand même de la France, on ne parle pas de Pékin, on ne parle pas de l'Afrique, on ne parle pas de l'Amérique du Sud, on parle de la France. S'il y a un truc qui définit la France, c'est l'universalisme. Si tu n'es pas prêt à l'universalisme, tu peux pas, enfin je veux dire, il y a un énorme problème. On est la nation du cartésianisme, des Lumières, on doit être la nation de la remise en question, de l'esprit critique, et pas la nation je dis ce qu'il faut dire, sinon je sais qu'on va mal me regarder, ça va pas plaire à l'institution, etc. etc. Tu vois. Donc voilà, donc il faut mettre fin à toutes ces barrières, si je puis dire. Il faut complètement renouveler le tissu éducatif, en tout cas ce tissu éducatif-là. Bon, le tissu éducatif en général, bon, ça je pense que c'est une évidence, mais surtout celui-là. On en parle rarement. Moi, j'entends rarement dans les médias ou des gens débattre de ça. Et pourtant, je pense que c'est parce que c'est normal. L'homme de la rue qui a fait prépa, machin, voilà, et ça le concerne pas directement. Et pourtant, c'est un truc hyper important. C'est hyper important. Quand tu as des parents d'élèves qui se rendent aux journées portes ouvertes de H4 avec sous le bras tous les bulletins de leurs élèves, de leurs enfants qui sont en première terminale, et puis ils ont toutes leurs notes pour les montrer au professeur, pour dire alors est-ce qu'il a sa place à Henri IV, parce que s'il n'est pas Henri IV, il ne pourra pas accéder à Polytechnique, s'il n'est pas Polytechnique, il ne pourra pas avoir les grands corps, etc. etc. On se dit, les classes moyennes françaises enfin, c'est classe moyenne supérieure, mais je pense qu'on est quand même dans une classe moyenne. Les classes moyennes françaises, elles ont atteint un niveau d'explosion cérébrale qui est juste irrattrapable. Il faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut que les classes prépa redeviennent ce qu'elles auraient toujours dû être, c'est-à-dire un truc où tu arrives, où tu es là pour être traumatisé, quoi. Tu es là pour être malmené, tu es là pour être molesté, tu es là pour que tu sais plus à la fin, je dirais quoi penser. Ça doit te remettre en question en profondeur, ce genre de truc, quoi. Et moi, je maintiens que ce serait hyper intéressant qu'il y ait des trucs d'artisanat, de la cuisine, de la danse classique, de la musique. Bon, la musique, c'est des trucs après ça qui sont peut-être compliqués à mettre en œuvre si on n'en a jamais fait, mais je suis persuadé qu'on pourrait mettre tout un tas d'épreuves qui en principe n'ont pas de rapport avec ce que vont faire les élites par la suite, mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour former on n'est pas là pour former des ingénieurs,
voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour dire, voilà, je forme un... Enfin, ça, c'est après. Ça, c'est en école qu'on va dire, les élèves vont choisir, ok, je veux être un ingénieur, ok, je veux être un journaliste, je veux être un scientifique, je veux être un homme politique, je veux être un juriste. Bon, ça c'est après. Mais dans la fabrique des élites, dans ces classes prépa, on ne devrait pas se soucier de ces choses-là. On ne devrait pas se soucier de qu'est-ce que je vais faire après. Ça ne devrait pas avoir d'incidence. Le but, c'est de sélectionner les meilleurs. C'est de les faire passer à travers une putain de moulinette pour qu'à la fin, seuls les plus intelligents s'en sortent. Les plus intelligents, les plus courageux, les plus audacieux, les plus... Voilà. Parce que c'est cela qu'on veut à la tête du pays. C'est cela qu'on veut à la tête des grandes instances du pays. Et je peux me tromper, mais je pense que ça a dû être le cas à une époque de l'histoire de France. À vérifier, mais je parierais que les programmes... parce que, encore une fois, moi je vous dis, je suis arrivé au concours, il y a 10 ans de ça, les programmes d'Ulm avaient déjà changé, vers le bas. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus durs avant. Donc ça veut dire qu'il y a 30 ans, qu'est-ce que ça devait être il y a 30 ans, quoi. Il faut revoir les trucs. Ça se trouve, il y a 30 ans, c'était un truc de malade, quoi. Par rapport à maintenant. Et moi, je pense qu'il faudra que ce soit encore plus un truc de malade, quoi. Il faudra qu'on mette des épreuves impossibles. Il faut mettre des épreuves absolument impossibles à résoudre. Il faut que ce soit la guerre, quoi. Il faut que les élèves, ils arrivent et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et qu'il puisse pas, du coup, y avoir... pour qu'on puisse pas voir émerger une classe sociale unique qui, elle, a été préparée à ces trucs-là. Il faut que personne ne soit préparé à ces trucs-là. C'est pour ça qu'il faut que ce soit absolument dur. Il faut que ce soit dur pour que personne ne puisse y être préparé et que pour que seuls ceux qui émergent sont les meilleurs. C'est ça le but. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Et je pense que tout découle de ça. Encore une fois, le conformisme des élites actuelles découle de ce qui se passe en prépa. Et du coup, je pense que ça mériterait d'être un débat qui serait porté sur la place publique, dont on discuterait finalement qu'est-ce que la prépa, comment on veut former nos élites. Parce qu'aujourd'hui, bon, je sais pas si c'est les démocraties occidentales, mais on n'aime pas trop l'idée de dire qu'il y a des élites. On n'aime pas trop cette idée de se dire, on aime bien l'idée qu'on est tous un peu égaux, quoi. Oui, sauf qu'en fait, on n'est pas tous égaux et on le sera jamais. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas ça qu'on doit viser. On doit pas viser l'égalité de tous à tout prix. Ce qu'on doit viser, c'est une manière saine de recruter les élites. C'est une manière de sorte que Mohamed, dans le 94, il puisse accéder à ces trucs-là. Il va peut-être se faire défoncer, mais c'est pas grave. Au moins, il aura mesuré que, ok, il y a des trucs, c'est beaucoup plus dur, ou pas. Ou peut-être qu'en fait, il va se révéler, et il va se dire, non, mais en fait, je peux le faire. Et il va y arriver, et puis il va passer dans les grandes écoles. Mais c'est le recrutement des élites, un recrutement beaucoup plus sain des élites, c'est ça qui est préférable à une espèce d'égalité imposée, mais qui est plutôt ce qu'on vit aujourd'hui dans le discours. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas de ces choses-là. On ne parle pas du fait qu'il y a des élites. Elles sont là, elles existent aujourd'hui, les élites. Elles existent, mais ce n'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes, d'une, et puis elles n'ont pas été recrutées de la bonne manière. Et du coup, elles n'ont pas le bon état d'esprit. Et du coup, elles n'arrivent pas au pouvoir avec le bon état d'esprit. Et du coup, elles ne peuvent pas mener leur mission avec l'état d'esprit qui convient. Quand bien même elles auraient tout le savoir-faire du monde. Je veux dire, c'est des élites. Nos élites ne sont pas incompétentes. Qu'on se comprenne bien, elles ne sont pas incompétentes. Elles ont juste un état d'esprit qui n'est pas propice à diriger. Voilà, donc du coup, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis par les commentaires, voilà, je sais plus parler, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir ensemble, et puis et que chacun ait ses opinions dans le respect d'autrui. Et ça, c'est beau. Allez, ciao, et à une prochaine.